Oui, c'est l'image du jour. Vladimir Poutine pose le pied sur un sol étranger et c'est seulement la deuxième fois depuis le début de la guerre. La première, c'était il y a 2 semaines au Turkménistan. Qui vient-il voir? Le président iranien Ebrahim Raïssi, qui le reçoit donc à Téhéran. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est également là. Sommet international à 3 entre autocrates. Vladimir Poutine, 69 ans, 22 ans au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan, 68 ans, 8 ans au pouvoir. Ebrahim Raïssi, 61 ans, c'est le successeur d'Hassan Rouhani, élu l'année dernière donc. Mais celui qui dirige vraiment, c'est Ali Khamenei, 83 ans, ayatollah et guide suprême depuis 1979. Il est présent aussi. Au menu des discussions, la Syrie entre, je cite, les États garants du processus de paix d'Astana qui avait été signé en 2017. Voilà pour le programme officiel. Mais c'est bien plus qui se joue en réalité là-bas. Oui, au-delà des affaires courantes, entre guillemets, l'enjeu pour Poutine, c'est surtout de sceller une alliance aux yeux du monde et surtout aux yeux de l'Occident, l'axe Turquie, Russie, Iran. Pour Poutine, s'entourer de 2 présidents considérés comme lui comme des autocrates, eh bien, c'est une manière de prouver, premièrement, que malgré son offensive en Ukraine, il est loin d'être isolé sur la scène internationale. Deuxièmement, qu'il est en train de constituer son pôle anti-occidental, anti-démocratie libérale. En fait, ils ont tous un point commun, leur grief contre les puissances occidentales, l'Iran contre les États-Unis sur le dossier du nucléaire, la Turquie qui veut se débarrasser des Kurdes en Syrie, qui sont soutenus par les États-Unis, et on pourrait aussi ajouter la Chine de Xi Jinping, qui s'est toujours opposée aux sanctions internationales contre la Russie. Idem pour la Corée du Nord, qui a en plus reconnu les républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk. Et enfin, le troisième enjeu de ce sommet pour Poutine, c'est de prouver qu'il a des intérêts communs avec ses partenaires iraniens et turcs, et que donc, ils ne sont pas prêts de se lâcher. Oui, et quels sont ces intérêts communs ? Eh bien, le premier, c'est sur le dossier syrien. Ces images que vous voyez, c'était en 2017, lors de la signature du fameux processus de paix d'Astana. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, Erdogan veut lui aussi son opération militaire spéciale, mais en Syrie, contre les milices kurdes dans le nord du pays. Mais pour cela, il a besoin de l'aval à la fois de Moscou et de Téhéran, qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad. Il a donc besoin de leur feu vert. Le deuxième dossier, c'est sur le blé. Pour tenter de convaincre Poutine sur le dossier syrien, eh bien, Erdogan compte en faire un levier de négociation parce qu'on sait que depuis le début de l'offensive russe, eh bien, Erdogan il tente de jouer les médiateurs entre Moscou et entre Kiev et de garder des bons rapports avec chacun. Et il mène en ce moment justement des pourparlers pour que les céréales ukrainiennes puissent être exportées par la mer Noire, dont il a le contrôle. L'objectif, c'est d'éviter une crise alimentaire mondiale. Poutine en est conscient, ce qui l'oblige à dialoguer. Et un entretien bilatéral aura justement lieu pendant ce sommet entre les 2 hommes. Le troisième dossier sensible, eh bien, c'est sur les drones iraniens. On vous en a parlé ici la semaine dernière. La Russie pourrait acheter plusieurs centaines de drones de combat iraniens qui lui manquent clairement en Ukraine. Et en contrepartie, eh bien, l'Iran veut acquérir des avions de combat et des systèmes de défense antiaérienne de fabrication russe pour soutenir Bachar el-Assad en Syrie. Donc, pour résumer, l'un a forcément besoin des 2 autres pour avancer ses pions. Erdogan a besoin de Poutine pour mener son opération militaire en Syrie. Poutine a besoin de Raïssi pour se procurer des drones iraniens et d'Erdogan pour qu'il désamorce la crise du blé. Raïssi a besoin de Poutine pour se procurer des avions russes. Vous l'aurez donc compris, ces 3-là ont tout intérêt à montrer un front uni et à trouver des terrains de convergence sur tous ces fameux dossiers qu'on a cités. Merci beaucoup, Justine Fraissinet. Armelle Charrier, je disais tout à l'heure, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Pour Vladimir Poutine, en somme, ça donne je suis le leader du camp des autocrates. Pas seulement. Je pense que c'est notre version qui fait qu'on lui donne cette terminologie-là. Lui, il a une vision où il a des liens avec ces pays, certes parce qu'il y a le conflit aujourd'hui, mais à la base, ce qui les a reliés, c'était les sanctions américaines. Donc il ne se vivait pas comme étant un autocrate, il se vivait comme un pays qui était victime des sanctions américaines. Et donc les sanctions américaines, quand ça touchait la Corée du Nord, quand ça touchait le Venezuela, on ne les voyait pas vraiment. Quand ça commençait à toucher l'Iran, qui était un grand pays avec un impact plus important, on a vu effectivement comment est-ce que des pays pouvaient commercer entre eux. Quand ça a touché la Russie de Vladimir Poutine en 2014, il a été furieux, mais il a commencé du coup à avoir un langage avec les Iraniens, avec les Coréens, avec les Vénézuéliens, pour leur dire, vous savez, quand on a effectivement tout ça qui se met en place, comment est-ce qu'on structure une économie de notre côté, comment est-ce qu'on va se mettre dans un système de dédollarisation, comment est-ce qu'on peut aller parler avec les Chinois, parce qu'on a aussi besoin à un moment donné de cette nouvelle économie. Donc ce sont des gens qui ne se vivent pas comme le camp des autocrates. Ils se vivent comme étant le temps où les Américains sont en train de faire pour eux une bêtise, où les Occidentaux sont en train de les suivre, où ils sont en train de s'affaiblir, où il y a des économies, des pays qui ont des économies qui émergent.
la Chine évidemment, l'Inde derrière qui s'interroge, l'Afrique du Sud, enfin vous voyez tout un ensemble de pays, et en disant nous on vous montre une façon d'être. Alors c'est vrai que nous on les résume en fait à ce qu'on a vu quand on a vu le processus d'Astana sur la Syrie, on les résume à ça parce qu'on est dans la guerre en Ukraine, mais derrière il faut faire attention parce qu'il y a toute cette en fait mosaïque d'enchaînement qui est en train de se mettre en place. Alors justement, on va essayer de prendre toutes les pièces de cette mosaïque pour faire œuvre de pédagogie, mais je vous pose les questions très simplement, d'accord? Beaucoup y voient un pied de nez surtout à l'Occident, mais en particulier aux États-Unis. C'est ça aussi ce qui est en train de se jouer si on prend les choses les unes après les autres? C'est aussi ça le message de cette rencontre? Oui, certain que pour la plupart d'entre eux, les États-Unis, pour reprendre une expression consacrée, c'est le grand Satan. C'est le grand Satan parce que ça incarne tout ce qu'ils abhorrent, la démocratie, ça incarne la pluralité, ça incarne le libéralisme économique, ça incarne tout ce qu'ils détestent. Donc c'est vrai que quand on a le même ennemi, quand on a les mêmes craintes, que toutes ces valeurs qui sont pour nous des valeurs apparaissent un jour chez eux, eh bien on fait front pour lutter contre ces valeurs. Donc c'est assez logique. C'est assez logique qu'un camp se constitue contre l'autre. Mais il ne faut pas non plus que ça occulte les divisions. Ces trois pays-là, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde pour l'éternité. Ils ont des rivalités considérables. On sait que la Turquie et l'Iran s'opposent souvent, qu'ils ne sont pas du même côté, aussi bien en Libye qu'en Syrie, que souvent ils s'affrontent par clans interposés. On sait aussi qu'ils ont tous les deux l'ambition d'aller vers le nord. Au nord, il y a la Russie, c'est pas de chance. Aussi bien la Turquie qui essaye de reprendre toutes les communautés turcophones au nord et à l'est de son pays, que l'Iran qui, lui, pèse très fort en Asie centrale. Donc il y a aussi un savant équilibre. Et puis derrière, il y a la Chine qui regarde, qui contemple, qui tire ses pions et qui pousse les uns contre les autres ou les uns avec les autres au choix. Mais malgré ces divisions, entre guillemets, est-ce que on peut dire qu'il y a malgré tout un pôle, alors c'est peut-être pas le clan des autocrates, mais un pôle anti-occidental qui se renforce là à vitesse grand V, avec pour effet d'accélérateur, bien sûr, la guerre en Ukraine? Oui, la réponse pour moi est clairement oui. On a là la démonstration d'une politique d'un monde multipolaire qui se met en place avec l'opposant ou la puissance d'équilibre traditionnel aux États-Unis qui était Moscou, qui aujourd'hui effectivement est englué dans ce conflit ukrainien, mais qui manœuvre géopolitiquement. Et là, on a effectivement l'affichage du début du commencement d'un monde véritablement multipolaire, l'autre pôle en fait de la puissance américaine. Par ailleurs, on a ici, je crois, aussi l'illustration d'une partie ce que moi j'appellerais. Alors d'abord, c'est aussi trois hommes qui ont le temps pour eux. Ce sont trois hommes qui ne vivent pas dans le temps de la démocratie. Ce sont, vous l'avez dit, ou votre présentatrice l'a dit, ils ont le temps pour eux. Erdogan en est, je crois, son deuxième mandat, si je me trompe pas. Troisième. Il prépare un troisième. Voilà, il va se faire l'élection à l'année prochaine. L'Iran est par définition le régime qui a le temps pour lui, et évidemment Poutine, plus de 20 ans au pouvoir. Et puis la troisième remarque, c'est qu'on est là dans une partie de troc géopolitique. En réalité, tous ces gens-là ne sont pas d'accord, comme vous l'avez dit, sur beaucoup de choses. On prend juste un exemple, la Turquie et sa position vis-à-vis de l'Ukraine. Vous savez que la Turquie a fourni des drones à l'Ukraine qui ont fait beaucoup de mal aux troupes russes. On va revenir à cet aspect très pragmatique des choses. Effectivement, il ne parle pas que idée du monde. Il parle aussi drone contre missiles, convergence économique ou en tout cas intérêt commun, économico-militaire d'ailleurs. On va y venir dans un tout petit instant. Permettez-moi juste de me tourner vers Thomas Legrand. Je voudrais juste vous remontrer quand même donc, cette carte maintenant potentiellement des amis renforcés de Vladimir Poutine, en tout cas dans la circonstance. Voilà, parce qu'on a élargi au seul sommet d'aujourd'hui la Corée du Nord, la Chine. Alors, en plus, certains, vous savez ce que ça réveille, se dire non seulement ce sont des alliés, mais en plus, ils ont peut-être un peu de rancœur, puis ils ne sont pas démunis non plus, militairement parlant, donc ça peut susciter une forme d'inquiétude au passage. Bien sûr, vous avez bien dit que tous ces gens-là sont des amis de circonstance. En fait. Ils sont des amis de circonstance, mais les circonstances sont très puissantes. Et vous parliez de monde multipolaire. Le monde multipolaire, est-ce que ce n'était pas finalement juste avant? Et là, on revient presque à du bipolaire. Alors, vous avez raison. Pardon. Oui. Non, vous avez raison. À du bipolaire, avec toutes les réserves que l'amiral a bien souligné. Mais là, on a face à face la démocratie, les démocraties et des autocraties qui s'entendent pour des raisons de circonstances. Alors vous modériez, vous craignez cette image un peu simpliste, c'est vrai, mais de notre côté, on le voit un peu comme ça parce qu'on est un peu inquiet quand même. On est un peu inquiet parce que de notre côté, on s'était habitué au monde multipolaire et on voulait, avec la mondialisation, faire commerce avec tout le monde. La France en particulier, qui a ce mythe national de dire notre politique, elle est un peu à mi-chemin. Alors, on est atlantiste, on est du côté de l'Amérique toujours. Le général de Gaulle aussi l'a toujours été dans les moments les plus graves. Mais on peut parler à tout le monde, on est à mi-chemin, on est ceux qui arrangeons les bidons avec tout le monde. À l'époque où on parlait du tiers-monde, on était la voix occidentale du tiers-monde.
On n'a plus ça. On n'a plus cette. Et les Anglais sont dans des difficultés démocratiques énormes. Les Allemands aussi, parce que Scholz ne remplace pas Merkel pour l'instant, d'un point de vue de son poids politique. L'Italie est ce qu'elle est. Les démocraties sont à la fois fragiles politiquement, mais en même temps, c'est nous les plus forts quand même. Quand effectivement les Russes, on y viendra peut-être tout à l'heure, quand les Russes les télé-russes nous montrent les difficultés. C'est en fait pas on y vient tout à l'heure, on y vient maintenant. Alors ça me rappelle une image, vous parlez de la quelle séquence Pravda dans les années on en 80. a plusieurs. Est-ce qu'on parle bien de, en gros, la télé russe qui se félicite d'avoir Vladimir Poutine, leader d'un nouveau monde, d'une partie du monde? C'est ça la séquence dont vous parlez? Non, moi je me souviens de la Pravda qui, à Noël, photographiait tous les ans Fauchon. Il y avait la queue devant chez Fauchon et qui montrait les drames de la vie occidentale et la queue devant les magasins. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette image. Je pense qu'on n'est plus en Union soviétique. Le régime a changé et je pense qu'il ne faut pas... À mon avis, c'est une erreur de vouloir prendre les analyses du temps de l'Union soviétique pour les plaquer dans la façon d'utiliser médiatiquement peut-être les informations. Vous me permettez, messieurs, pardon, je vais reprendre le contrôle de la situation parce qu'en fait, ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. La séquence qu'on avait prévue là pour maintenant, c'est de la manière dont la télé russe se félicite d'avoir un Vladimir Poutine qui serait donc bel et bien, leader d'une autre partie du monde que la nôtre en tout cas. Regardez. Соединенные Штаты Америки укрепляют такой миф, что они лидеры свободного мира. На сегодняшний день мы видим, это воочию демонстрируется, что лидером свободного, то есть суверенного, независимого от диктата мира становится Россия. Потому что, во-первых, она несет на себе основную тяжесть, в том числе военной борьбы за этот мир. За мир, где нету диктата одной страны. И в силу этого авторитет России, которая, я согласен с Алексеем, выдержала экономический блицкриг, продемонстрировала, что при всех усилиях западной коалиции не удалось сломать экономику России. Alors, Eratum de ma part, Armel Charrier, c'est pas seulement leader du monde, d'une partie du monde libre et souverain. Armel. Oui, ça donne la vision russe. Là où je mets toujours un bémol, c'est qu'il y a des pays dont on ne sait pas en fait ce qu'ils vont devenir. Par exemple, il y a des pays comme l'Inde, comme le Brésil, qui aujourd'hui pèsent lourd aussi, et donc n'ont pas encore choisi de camp. Donc on ne sait pas s'ils vont se ranger ou justement si ça va être des émergences et des contre-pouvoirs. Et eux, ils se vivent comme étant libres et souverains. Et justement, ils ont quand même une économie qui, à un moment donné, les assoit. Je rappelle que quand on parle de la Chine ou quand on parle de l'Inde, c'est 1,4 milliard. La Russie n'a pas ce poids démographique là. Donc ça, c'est déjà un point important. Mais c'est vrai que derrière, il y a cette envie aussi de représenter une société. On sait que derrière la guerre en Ukraine, il y avait aussi cette volonté de Vladimir Poutine de dire vive l'orthodoxie, vive aussi de manière un modèle de société, vive aussi une façon d'amener les choses et dans une concurrence effectivement au modèle américain qui vit sous influence, qui amène l'Europe effectivement dans cette guerre aussi vis-à-vis de lui et de l'Ukraine. Donc c'est ça qu'on retrouve dans le discours effectivement de la part des Russes, un discours qui marche en politique intérieure russe, mais effectivement dans la photo que vous avez avec les Turcs ou avec les Iraniens, il ne faut pas se tromper non plus, effectivement, ils vont eux-mêmes aussi être en compétition. Parce que quand on se déplace dans ces pays-là, ce qui est intéressant, c'est que quand on les voit, c'est pour ça que je revenais sur le côté allié, c'est que ça reste aussi une région. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des pays qui ont des frontières communes, qui se côtoient, qui se sont de toute manière conquis. Les Turcs, les Seldjoukides, ont à un moment donné conquis la Perse et ont écrasé les Iraniens pendant quelques siècles. Au XVIIIe siècle, les Russes, ils voulaient manger une partie de la Perse aussi. Donc ils s'en souviennent. De la même manière qu'à un moment donné, les Turcs et les Russes peuvent se parler, mais lorsqu'on parle de la mer Noire ou des détroits du Bosphore, Catherine II, elle les voulait russes, ces fameux détroits. Donc vous voyez, tous ces gens-là, ils sont d'accord pour la photo au XXIe siècle, mais ils portent quand même une histoire de voisins, parce qu'ils se côtoient depuis fort longtemps, et ils se font parfois confiance, parfois pas du tout. Amiral, je crois que vous voulez prendre la parole. Allez-y, Amiral. Oui, donc pour moi, ce qui est très important, c'est bien de réfléchir aussi au poids économique. N'oublions pas que le poids économique dans le monde, même si c'est une démocratie, même si c'est un peu le bazar, le poids économique, c'est les États-Unis d'Amérique et c'est l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est la réalité économique. Et donc la Chine, qui aujourd'hui est l'usine du monde, la Chine qui commerce, qui est bien dans les circuits commerciaux au niveau international, elle a besoin de nous comme clients et comme fournisseurs, de la même façon qu'elle a besoin de nous de l'Asie du Sud-Est comme clients et comme fournisseurs. Et or, les pays que vous venez de citer sont des pays qui sont à l'écart des circuits économiques. Et eux, ils pèsent rien ou pas grand-chose dans les circuits économiques. Ils pèsent comme fournisseurs de matières premières, mais ils pèsent peu en termes de commerce de valeur. Or, ce qui intéresse la Chine, encore une fois, première puissance économique du monde de l'Asie, c'est bien cet accès aux marchés internationaux. Leur action a une influence sur l'économie mondiale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que la petite Russie, comme on dit, a quand même réussi à faire exploser l'inflation mondiale. Plus de 50% de l'inflation dans les pays occidentaux est liée à l'envolée du coût des matières premières. Alors oui, moi, ça me fait toujours un peu sourire, en fait, quand on dit que la Russie est une toute petite économie. En réalité, la structure de son économie a une influence directe sur tout ce qui est énergétique, matières premières dans le monde entier. Donc je pense que pour le coup, il faut prendre vraiment ça en compte. Et le deuxième point
point que je voulais peut-être développer, c'est que ces 3 pays-là savent négocier. On peut par exemple expliquer, redire qu'en 2015, quand l'aviation russe qui était en Syrie s'est approchée de la frontière syrienne, le dictateur syrien a ouvert le feu sur un appareil russe. Tout le monde a cru qu'il y allait y avoir une déflagration, et en fait, les 2 leaders ont préféré se parler plutôt que se faire la guerre et trouver un terrain d'entente. Pendant 6 mois ou 1 an, il y a eu, pendant Syrien. Turcs et Russes. Pendant 6 mois ou 1 an, il y a eu des rétorsions, etc. Et puis les choses se sont calmées. Et ces 2-là qui se partagent effectivement une partie de l'Eurasie ont appris à discuter, à dialoguer et à faire des deals. D'ailleurs, et voilà, on en vient au deal, parce que c'est pas encore une fois que la discussion sur notre vision du monde, monde libre ou pas. C'est aussi, missiles pour la Syrie, potentiellement drones pour lutter contre les Ukrainiens. C'est de ça dont on parle aussi. C'est un deal géant économico-militaire, Ahmed Charieh. Bien sûr, parce que de toute manière, cette guerre en Ukraine, elle a réouvert tout ce qui est l'industrie d'armement de tous les côtés finalement. Alors on a regardé au départ chez nous, on regarde chez les Américains, mais forcément c'est la même chose de l'autre côté. Donc chez les Turcs qui ont vendu des drones aux Ukrainiens, parce que d'un seul coup ils ont vu un marché qui était aussi intéressant. Et puis chez les Iraniens qui fabriquent des drones et qui donc sont capables d'en les donner aux Russes. Et les Russes, ils en ont besoin parce qu'on a vu une guerre d'artillerie effectivement dans le Donbass. Il leur manquait en fait cette dimension aérienne. Et donc s'ils ont des drones, ça changera évidemment la donne. Donc c'est un point important. Quant à l'Iran, elle a quelque chose à en sortir tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a une visibilité du monde sur ses capacités militaires. Dieu sait que l'Iran se vit toujours comme un grand pays. Et donc, avec des ingénieurs, avec une capacité de penser sur le nucléaire, qui est sa tête, j'allais dire, d'action, en fait. C'est donc, du coup, elle a toujours poussé au nucléaire. Donc, on a un peu oublié tout ce qu'ils pouvaient mettre en place. Et c'est vrai qu'à partir du moment donné où ils mettent en place du nucléaire, ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place des missiles balistiques, ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place toutes ces recherches sur l'arme, et pas que, évidemment, sur le nucléaire civil. Et donc, derrière, ils veulent mettre en place une fusée pour dire on est aussi capable d'avoir du spatial. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils discutent, là encore, d'armement. Il faut aussi qu'ils discutent de sécurité. Ils peuvent le faire avec les Russes. C'est le moment de leur demander quelque chose. Et c'est le moment d'obtenir aussi quelque chose, peut-être de la part des Turcs. Thomas Legrand, puis Jean Lavoie. On a vécu ces dernières années une mondialisation économique de l'économie, et la puissance se mesurait au PIB par tête. Vous avez raison, Amiral, ça se mesurait au PIB par tête. Mais la richesse, c'est pas le PIB par tête dans les endroits où on s'en fiche de savoir si vos citoyens vivent bien ou pas. Et finalement, des nains économiques que vous avez cités, en remettant la guerre au cœur de l'histoire, ont remis la politique à la place de l'économie. Ça va coûter cher, ça va être compliqué en économie après. Enfin, les armes politiques comptent aussi, et eux, ils ont réussi à faire ça. Et disons qu'on a le camp des autocraties politiques et le camp des démocraties libérales politiques et libérales économiques qui s'affrontent. Et là, ces 2 modèles qui s'affrontent, un modèle positif selon nous, la démocratie, un modèle positif selon eux, la politique, le sens. Il faut voir ce que disent les télévisions, là vous en avez montré un petit peu, mais du combat culturel aussi, combat culturel pour la domination. Eux, ils disent, nous sommes le camp libre et souverain. Souverain, ça veut dire souverain de la domination américaine. Donc il y a un combat culturel et très politique, et il faut pas nier ça. Et c'est vrai que si on regarde simplement le poids économique de chacun, on a gagné d'avance, tant que la Chine ne choisit pas. Mais là, c'est le retour du politique. En fait, on a gagné d'avance tant qu'on n'a pas décidé, nous aussi, de se préparer à faire la guerre. Parce qu'en fait, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que ces pays-là, ils ont tout misé sur l'effort de guerre. Les pays qu'on vient de citer, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, toute leur richesse, le peu de richesse qu'ils ont, va sur les efforts de guerre. Ça va sur la constitution, le développement de leur puissance nucléaire, ça va sur le développement de leur puissance conventionnelle, qu'elle soit aérienne, navale, terrestre. Ça va là-dessus. Ça ne va pas sur l'aide sociale. Ça va là-dessus. Alors, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont des génères de cet ordre-là pour nous qui n'avons pas fait cette politique. Ça, c'est parfaitement clair. Quand vous voyez que le plus grand arsenal de la planète, c'est en l'occurrence l'arsenal américain, a du mal aujourd'hui à maintenir ses chaînes de production et à alimenter un théâtre quand même assez restreint quand on regarde l'ensemble de la planète qui est le théâtre de l'Ukraine, vous dites... Effectivement, l'OTAN n'était pas prêt d'envahir la Russie, militairement. C'était inconcevable. Ce que l'OTAN pouvait envahir la Russie, c'est pour ça que Poutine s'est défendu, il pouvait envahir la Russie avec des idéaux de liberté, de démocratie, de civilisation différentes. Et là, je vous rejoins tout à fait. Ils sont souverainistes parce que c'est une bataille culturelle. Et eux, ils peuvent la mener qu'avec des armes. Ces hommes qui sont en train donc, de se retrouver en ce moment en Iran, qui parlent idée du monde, mais aussi missiles contre drones, chacun pour s'aider dans son conflit. Est-ce que c'est aussi les conflits passés qui sont en train peut-être d'être exacerbés là, ou les guerres futures qui sont en train de s'écrire également? Est-ce qu'ils sont en train de se redistribuer les cartes et de préparer la suite
également. Là, il y a clairement un conflit, un point d'interrogation sur la Syrie. On sait déjà qu'un certain nombre d'armes anti-chars et anti-aériennes livrées par les Occidentaux en Ukraine se sont retrouvées comme par magie en Syrie. On en a des preuves aujourd'hui, $40 000 le missile. On sait Des missiles aussi... en Ukraine qui sont partis en Syrie. De quel côté alors? Les missiles qui ont été livrés par les Occidentaux au camp ukrainien se retrouvent aujourd'hui en Syrie, notamment dans la poche d'Idlib. Donc on voit bien qu'il y a un circuit qui fonctionne là. On sait aussi que le Turc veut, comme contrepartie de son accord à l'intégration de la Suède et de la Norvège dans l'OTAN, il veut monnayer un certain nombre de choses. Et on a déjà compris, puisque les images du logistique commencent déjà à circuler sur les réseaux sociaux, qu'il veut en finir avec son dessein de chasser les Kurdes du nord de la Syrie. Il l'avait déjà tenté par 2 fois, en 2018, en 2019. En 2019, Trump avait évacué les Américains pour lui laisser les coups des franches. Et on va voir ce que le deal va se. Qu'est-ce que les Iraniens évidemment ne le souhaitent pas, et les Russes sont en quelque sorte encore cette fois cette puissance d'équilibre, notamment aussi vis-à-vis d'Israël. Juste parce que vous avez évoqué la Turquie, je ne m'y suis pas assez arrêtée. La Turquie, elle a une arme, en tout cas, comment dire, un moyen de peser particulièrement fort, pas seulement pour tenir peut-être ceux qui sont en face d'elle, là, autour de la table, mais nous, c'est le blé. La Turquie est actuellement l'agent le plus puissant en termes de modération, de discussion du moment? Oui, parce qu'elle a surtout la mer Noire, en fait, et donc après les ouvertures vers la Méditerranée, donc pas mal de capacités d'évacuation, donc ça lui donne une véritable légitimité, là aussi. Elle a aussi un détail qu'on n'a pas rappelé dans cette émission, parce qu'il est tellement évident qu'on l'oublie à chaque fois, c'est que la Turquie est aussi membre de l'OTAN. C'est encore la subtilité à chaque fois quand on est dans ces négociations, parce que c'est aussi le pays membre de l'OTAN à cette réunion. qui est censé être les oreilles des Américains et qui peut aussi raconter des choses. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, on sait à chaque fois à quel point il y a de la rouerie, à quel point il y a une diplomatie que chacun connaît. De la même manière que nous avons appris à connaître le président Erdogan, évidemment que les Russes ou les Iraniens le connaissent aussi. Mais il n'empêche que oui, effectivement, il est au centre du jeu. Voilà, absolument. Ils sont capables de négocier des accords. Ils ont joué un peu avec l'Ukraine, un peu avec la Russie. Il y a la question alimentaire qui est absolument cruciale. Ils sont aussi sur l'intervention de gazoducs et donc d'exploitation vers la Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'ils jouaient leur rôle très important du côté de la Libye quand il y avait en Méditerranée orientale. Et donc on retrouve le président Erdogan dans cette situation en sachant qu'il a une seule constante, c'est les Kurdes. La seule constante sur laquelle Erdogan ne fléchira jamais, c'est qu'il veut, à un moment donné, la tête du PKK. Amiral. En fait, c'est pas du tout un jeu de ma part, bien au contraire, on est devant une économie de bazar. C'est le pays du bazar, au sens où c'est le grand marché. C'est le marché où les gens parlent de tout, échangent de tout. Ils échangent sur les missiles, ils échangent sur le blé, ils échangent sur le pétrole ou le gaz, ils échangent sur les moyens répressifs dont ils disposent pour maintenir leur pays sous la torture et la contrainte, ils échangent sur tout. Et ce sont des experts dans ces systèmes de négociation et de parallélisme. Mais c'est aussi ça qu'il faut regarder. C'est comment ils se parlent, comment ils en discutent, et également comment nous pouvons en tirer profit. Parce que, comme vous l'avez souligné, la Turquie est dans l'OTAN. Mais la Turquie son adhésion à l'OTAN, elle a déjà été plusieurs fois critiquée. Moi, j'ai servi, comme vous le savez, j'ai servi dans l'OTAN. Et quand j'étais à Naples, chef de la mission militaire française auprès de l'OTAN, on discutait beaucoup déjà à l'époque avec les Turcs, parce que c'était déjà très chaud. On sait que les Turcs sont rentrés dans l'OTAN pour verrouiller l'expansion vers le sud de l'URSS à l'époque, pour lui empêcher d'accéder au Moyen et au Proche-Orient. Et on sait aussi que les Russes sont restés dans l'OTAN parce que ça permettait de pacifier l'espace aérien entre la Grèce et la Turquie, qui ne pensait qu'à une seule chose, c'était à se taper dessus. Donc chaque fois, les Américains intervenaient pour soit donner des remontrances à l'un ou à l'autre et pour calmer le jeu. Donc ce sont des verrous importants. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Erdogan a pris le pouvoir, et quand en particulier, il est passé d'un régime démocratique à un régime plus autoritaire sur l'affaire des gulenistes, eh bien, la moitié de la délégation militaire turque qui servait à Naples a demandé l'asile politique. La moitié de son armée. Et la purge qui a eu lieu dans son armée a évacué tous les gens qui étaient corrompus, entre guillemets, par les idées occidentales. Donc c'est ça la Turquie d'aujourd'hui. Et c'est ça la Turquie qui est aujourd'hui dans l'OTAN. Et ça, les gens de l'OTAN le savent. Le savent. Bon, avant d'avancer, je voudrais juste vous poser une question, c'est de savoir si l'une des forces de Vladimir Poutine en ce moment, c'est que lui, il s'affiche, en gros, c'est aussi une démonstration de force avec d'autres leaders du monde, et il enregistre leur soutien. De notre côté, du côté occidental, il y a quelques faiblesses de dirigeants. Vous allez comprendre où je veux en venir. Du côté de l'Occident, c'est un Joe Biden que l'on dit chaque jour un peu plus impopulaire et fragilisé. Boris Johnson, il est toujours là, mais en fait, à la photo, parce que sinon, lui, il est parti, c'est terminé, il n'est plus au pouvoir. Mario Draghi, ça a été une histoire de démission, certes refusée, mais il est dans la nasse en termes de politique intérieure. Et puis Emmanuel Macron, il n'est pas forcément à mettre... Vous n'avez même pas mis Scholz. Non, parce qu'on ne pouvait pas tous les mettre, mais on a choisi aussi Emmanuel Macron. Je vais jusqu'au bout, on a choisi aussi Emmanuel Macron, qui n'est pas forcément à mettre exactement dans le même rang, mais qui n'a pas la vie politique intérieure facile tous les matins.
Est-ce que ça, quelque part, l'Occident doit s'en inquiéter, Poutine s'en réjouir, de voir que lui, je vais jusqu'au bout. Hier, les renseignements britanniques, on voyait cette phrase, disaient qu'ils étaient impressionnés en gros par la stabilité de Vladimir Poutine en réalité, par sa stabilité au pouvoir. Est-ce qu'il peut dire « Moi, je suis stable, je suis fort, j'ai mes alliés et je n'ai pas à trembler » pendant que l'Occident voit ses leaders vaciller? Bien sûr qu'il peut dire ça, et ça sera sa ligne de communication. Et quand on décrit les démocraties, quand on les prend en bouquet et qu'on les décrit, on décrit un vaste bazar. Et c'est comme ça. Parce que nous, on a des élections tout le temps, et nous, on a du suspense au moment des élections. Et il y a même entre les élections, on le voit en Italie aujourd'hui, on le voit en France, c'est pas très simple non plus, il y a même du suspense entre les élections. C'est notre faiblesse, et en fait, c'est aussi notre force. Si on commence à se dire, oh là là, nous, c'est le bazar par rapport à l'ordre, c'est pas un ordre enviable. Alors lui, pour sa communication interne, pour sa force, pour sa relation avec ses voisins, c'est effectivement valorisant. Maintenant, est-ce qu'il faut envier cette situation-là? Je ne pense pas. Ce qui est vrai, c'est que les sanctions, c'est long à venir, c'est long à faire les effets, que la société russe, elle est plus résiliente, ou en tout cas, si elle est plus résiliente, on lui demande moins son avis, de savoir si elle souffre ou pas. Voilà. Et dans la souffrance, les dictatures seront toujours plus fortes parce que les peuples n'ont rien à dire.